Voilà, donc d'abord je voudrais remercier Gérard pour l'invitation. J'avoue que moi j'adore cette idée d'avoir des colloques comme ça multidisciplinaires où le thème du colloque c'est l'informatique. Moi je ne suis pas du tout un informaticien, mais vous allez voir effectivement l'informatique a une influence fondamentale sur la manière dont on approche le cerveau. Et ça c'est dû à un fait tout simple, c'est que les ordinateurs et le cerveau, ça fait partie des quelques systèmes qu'on connaisse qui soient capables d'effectuer des calculs. Alors dans le cas des ordinateurs, je ne vous apprends rien, on les a construits pour faire des calculs. Dans le cas du cerveau, c'est un peu plus subtil. C'est en fait une hypothèse de travail. On ne sait pas réellement comment formaliser mathématiquement ce que fait le cerveau. Mais il y a à peu près 50-60 ans, on a commencé à avoir l'idée que peut-être on pourrait prendre la même approche qu'on a prise pour développer les ordinateurs. Et ça s'est révélé très très fructueux, et vous allez le voir à travers plusieurs exemples dans cet exposé. Donc on a fait beaucoup de progrès, mais on espère bien qu'on ne va pas s'arrêter là et qu'un jour ou l'autre, on va trouver une autre hypothèse. C'est un peu triste à dire, mais on n'en a pas d'autre pour l'instant. Donc on continue des expériments avec celle-là. Alors dans cet exposé, je vais commencer par vous montrer donc, quel est le parallèle entre ordinateur et cerveau. Et puis dans la deuxième partie, je vais un peu prendre le contre-pied de ce point de vue et vous montrer qu'il y a aussi des différences fondamentales entre ordinateur et cerveau. Et pour moi, je veux dire que c'est peut-être la partie la plus excitante, c'est là-dessus qu'on travaille, parce qu'on pense évidemment que c'est en identifiant et en comprenant en quoi un cerveau et un ordinateur ne sont pas la même chose qu'on va pouvoir développer des ordinateurs dont les capacités de calcul pourront se rapprocher de plus en plus des capacités cognitives de l'être humain. Donc vous voyez, il va être question de calcul ici. Donc il faut que je parle un peu de qu'est-ce que c'est qu'une machine qui fait des calculs. Alors là, je veux dire que je ne suis pas informaticien, je suis entouré de beaucoup d'informaticiens ici, je vais beaucoup simplifier les grands principes de calcul. Mais pour qu'une machine fasse des calculs, il faut deux composants essentiels. D'abord, il faut une théorie du codage. Il faut avoir la capacité de prendre n'importe quel signal, qu'il soit une image, du son, n'importe quoi, et de le coder avec un ensemble de symboles qui sont communs à toutes ces sources d'informations que vous voulez coder. Et une fois qu'on a ça, après, il faut des règles élémentaires de calcul. Alors en informatique, vous le savez, le code, c'est le code binaire. C'est ce qu'on appelle la numérisation, et ça, c'est en fait une diapo que j'ai empruntée à Gérard, qu'il avait pris dans sa conférence inaugurale, dans laquelle il faisait remarquer que peut-être la plus grande révolution de l'informatique aujourd'hui, c'est cette capacité que nous avons aujourd'hui à prendre n'importe quel signal, que ce soit une image, un son, un texte, une équation, ou même des forces qui vont être appliquées sur des machines, et de coder tout ça avec des 1 et des 0. Donc ça, c'est le code binaire. Pour ce qui est des règles de calcul, c'est un petit peu compliqué. C'est basé sur des idées qui ont été développées au milieu du XXe siècle, enfin qui ont été démarrées en particulier, par Alan Turing, qui est un mathématicien anglais. Et Turing, et là, une fois de plus, je simplifie, c'est juste poser la question de savoir si on pourrait décomposer n'importe quel calcul complexe en un ensemble d'opérations très simples. Donc, par exemple, on pourrait faire un programme qui pilote un avion ou un programme qui joue aux échecs. Est-ce qu'on peut les résumer tous les deux à un ensemble d'opérations très simples? Et ces réflexions l'ont amené à développer un concept d'une machine abstraite qu'on appelle aujourd'hui la machine de Turing, et dans lequel il a réalisé que finalement, pour faire ça, on n'avait pas besoin de grand-chose. On a besoin de deux éléments essentiels pour faire du calcul. D'abord, un ruban sur lequel on peut écrire l'information. Alors, si on travaille avec un code binaire, on va écrire des 0 et des 1. D'accord? Donc, ça va être la mémoire de l'ordinateur. Et puis, associé à ce ruban, on a une tête de lecture et écriture, qui elle-même a une table d'action. Alors, cette machine, elle est caractérisée à un moment donné par son état. Son état, c'est juste un chiffre. Elle peut être dans l'état 1, 2, 3. Et là, par exemple, on va imaginer que l'état de la machine est l'état 42. Et là, le symbole lu, c'est le symbole 1. Et ce que fait la table d'action là-bas, c'est qu'elle spécifie de manière logique et déterministe ce que doit faire la tête de lecture dans cette situation. Donc la table d'action a prévu tous les cas possibles. Et là, par exemple, pour le cas 42, cette machine a prévu que si le symbole contenu sur la case que vous regardez est 1, alors remplacez ce symbole par un 0, passez dans l'état 17 et regardez une case adjacente gauche. Alors ça paraît presque stupide, comment avec des règles aussi simples on peut faire quelque chose de compliqué. Et précisément ce que va montrer Turing, c'est qu'en fait, on peut faire tout un ensemble de calculs très puissants en assemblant des petites règles comme ça. Alors pour nous, neuroscientifiques, ça a été une source d'inspiration fabuleuse parce qu'on est confronté à ce système-là. On ne sait pas trop ce qu'il fait, si il contrôle le comportement, ça au moins on en est sûr. Mais on ne sait pas comment formaliser comment c'est fait. Alors en empruntant les idées de l'informatique, on s'est dit que peut-être pour approcher ça, on devrait formaliser ça comme une machine qui fait des calculs, auquel cas on a deux grandes questions auxquelles il faut qu'on réponde. Quel est le code? Comment est-ce qu'on code l'information là-dedans? Et quelles sont les règles élémentaires de calcul? Est-ce qu'on peut associer les réseaux neuronaux avec peut-être des règles logiques comme celles que vous avez vues dans la machine de Turing? Donc ça, c'est le domaine des neurosciences.
Et pour répondre à ces questions, il va falloir que je vous explique un peu comment le cerveau est organisé. Alors les neurosciences, ça fait un petit moment qu'on se penche sur ce problème. Ça, c'est probablement le plus vieux document qu'on connaisse en neurosciences. Il a 30, 40 siècles. C'est un papyrus égyptien dans lequel on retrouve ce symbole, dont on sait aujourd'hui que c'est le mot cerveau. Et dans ce document, en fait, l'auteur décrit les troubles comportementaux de 2 personnes qui ont des traumatismes crâniens. Et on lui parle même de manière de guérir ces traumatismes. Et ce qui est absolument étonnant dans ce document, c'est que ça montre que les Égyptiens avaient compris quelque chose d'essentiel. Ils ont compris que dans tous les organes du corps, l'organe qui contrôle le comportement, qui contrôle votre activité psychique, c'est le cerveau. Donc ça, c'est vraiment le départ, établir cette relation de cause à effet, c'est le départ des neurosciences. Alors c'est un départ prometteur, c'était il y a très longtemps, et malheureusement après ça, il va y avoir 30-40 siècles où il va se passer pratiquement rien. Jusqu'au début du XXe siècle, on ne va pratiquement rien découvrir de nouveau en neurosciences. Alors aujourd'hui, on a une image un peu plus élaborée de ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est que le cerveau, c'est des neurones, qui sont des cellules spécialisées, qui sont connectées entre elles et qui échangent de l'information. Alors un neurone, c'est une cellule, comme n'importe quel composant de n'importe quel organe de votre corps, mais c'est une cellule spécialisée. Donc là, vous avez une image d'un neurone, et ce qu'il y a de spécialisé chez le neurone, entre autres choses, c'est qu'il y a ces filaments qui s'en échappent. Et ces filaments, ils appartiennent à 2 catégories distinctes. On a ce qu'on appelle les dendrites et l'axone. Les dendrites, ce sont un peu comme des antennes qui captent l'information qui est envoyée par les autres neurones. D'accord ? Donc tout ça, là, en blanc, c'est des dendrites. Et puis il y a un filament particulier qu'on ne voit pas sur cette photo, mais qui est représenté là sur le dessin, qui s'appelle un axone. Ça, c'est le conduit de sortie du neurone. C'est ce qui lui permet d'envoyer de l'information à d'autres neurones. Donc, par exemple, ici, vous avez un neurone qui envoie un axone et qui établit un contact avec un autre neurone sur le corps cellulaire. Vous avez un autre exemple ici, où c'est un autre axone qui arrive et qui, lui, fait des contacts sur la dendrite de ce neurone. Ça, c'est juste une photo très récente, je veux juste la mentionner parce qu'elle est absolument magnifique. Ce n'est pas un pauvre étudiant de thèse qui s'est amusé à colorier à la main chaque neurone sur son ordinateur. C'est en fait une nouvelle technique qu'on vient de développer qui permet d'injecter des gènes dans les neurones pour qu'ils aient déjà une couleur intrinsèque. Ce qui va nettement simplifier, ça fait à peine 2-3 mois qu'on a ça, et ce qui va nettement simplifier la visualisation des neurones. Donc, on sait aujourd'hui que le cerveau, c'est un énorme réseau de neurones. Mais pourquoi on a mis si longtemps à le découvrir ? Eh bien, il y a essentiellement des raisons techniques. D'abord, le cerveau, c'est extrêmement fragile. Si vous prenez un tissu neuronal et que vous le sortez de l'organisme, ça meurt en l'espace de quelques minutes. Donc ça, rien que ça a posé des problèmes d'études absolument énormes. Puis après, il y a eu des problèmes d'échelle. Dans le cerveau, tout est minuscule. Bon, ça va un peu faire rire mes collègues informaticiens, mais néanmoins, c'est assez petit. Un neurone, c'est de l'ordre du millième de millimètre. Moi, c'est des chiffres, je ne suis pas très fort avec les chiffres, j'aime bien les analogies pour ce genre de choses, donc juste pour vous donner quand même l'échelle, la France du nord au sud, c'est 1000 km. Donc un millième de ça, c'est 1 kilomètre, et un millième d'un kilomètre, c'est 1 mètre. Donc ça veut dire que vous imaginez, vous avez la vue de la France, vue du ciel, et maintenant il faut développer un outil qui vous permette de dégager d'ici des détails de l'ordre du mètre, de la taille d'une bicyclette. Donc jusqu'à la fin du XIXe siècle, ce n'était pas réellement une option. Donc les neurones, c'est tout petit. Et puis, pour compliquer tout ça, les câbles qui relient les neurones, qui sont essentiels à la compréhension du cerveau, c'est encore plus petit. C'est en général jusqu'à 10 fois ou 100 fois plus petit. Et puis, on va le voir, pour la communication, les neurones utilisent, entre autres choses, des impulsions électriques. C'est d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est similaire à l'ordinateur. Ces impulsions électriques, elles sont de l'ordre du millième de volt. Alors, juste pour rappel, dans cette salle, les prises électriques, c'est 220 volts. Et dans l'ordinateur, c'est de l'ordre du volt, les impulsions électriques qui sont échangées pour la communication. Donc là, c'est beaucoup plus petit, c'est millième de volt, pour une raison très simple, c'est de l'énergie. Si votre cerveau fonctionnait au volt, c'est-à-dire 1000 fois ce qu'on utilise à l'heure actuelle, il vous faudrait 1000 fois plus d'énergie pour maintenir le cerveau. Donc vous seriez en permanence en train d'essayer de manger pour suppléer un peu plus d'énergie pour le cerveau, donc ça ne marcherait pas. La nature, probablement, a trouvé un moyen de baisser le voltage à la valeur minimum qui permet quand même d'avoir des calculs fiables. C'est d'ailleurs très étonnant parce que cette valeur est conservée à travers tous les animaux. Tous travaillent à peu près avec des millivolts. Alors, tout est tout petit dans le cerveau, mais en plus, tout est gigantesque. Donc, par exemple, les neurones, c'est tout petit, mais il y en a beaucoup. Il y en a de l'ordre de 10 milliards dans un cerveau humain. Donc, c'est un chiffre phénoménal, hein, c'est plus que la population totale de la planète. Et c'est assez intéressant parce que c'est plus très loin des chiffres du nombre de transistors qu'on arrive à mettre sur des microprocesseurs modernes. Il y a environ 2 milliards de transistors maintenant dans les derniers Pentium.
Donc là, l'informatique commence à se rapprocher de l'ordre de grandeur du système nerveux. Mais alors là où ça se distingue, c'est que des transistors, c'est quand même tous un peu des éléments logiques qui font tous à peu près la même chose. Je suis sûr qu'il y a des distinctions importantes, mais ils sont quand même très similaires. Alors que dans le cerveau, il y a beaucoup de neurones et il y a beaucoup de types de neurones. Il y en a des dizaines, voire des centaines différents. Alors là, je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, là, vous avez ici un neurone cortical. Hein, c'est ce qui est juste sous votre crâne. Et ça s'appelle le neurone pyramidal. Il y en a plein d'autres dans le cortex, mais ça, c'est le neurone fondamental du cortex. Celui-là, c'est connu comme on l'appelle une cellule de Purkinje. Ça vit dans le cervelet. Le cervelet, c'est au niveau de votre nuque. C'est une structure qui est probablement impliquée un peu dans le contrôle moteur. Et vous voyez qu'elle a une architecture complètement différente. Le troisième, là, ça, c'est dans la rétine. C'est des neurones qui sont plutôt spécialisés dans le traitement de l'information visuelle. Et ces variations, ce n'est pas des variations aléatoires. On les retrouve d'un organisme à l'autre. Ça a un rôle fonctionnel. On sait aujourd'hui que l'architecture de l'arbre dendritique de ces neurones leur confère des propriétés computationnelles très différentes. Donc ça complique énormément notre tâche. Alors il y a beaucoup de neurones différents, mais en plus il y a des milliers de composants chimiques différents. Évidemment, on l'a déjà entendu dans les deux présentations précédentes. Le vivant, c'est un cauchemar pour les chimistes. C'est une série interminable de réactions chimiques. Et en plus, pour nous, neuroscientifiques, la mauvaise nouvelle, c'est que la communication neuronale, elle est électrique, mais elle est aussi chimique. Elle implique les deux systèmes. Dans votre ordinateur, tout est fait avec des électrons. Dans le cerveau, ce n'est pas le cas. Quand un neurone parle à un autre, ils échangent des molécules. Ils n'échangent pas une molécule ou deux, ils en échangent en général une bonne dizaine, ce n'est pas une bonne centaine. On ne sait pas en fait. Ces molécules, vous avez peut-être déjà entendu le nom, ça s'appelle des neurotransmetteurs ou des neuromodulateurs. Et ça veut dire que les neurones, du coup, peuvent envoyer des messages d'une complexité pratiquement infinie en combinant les molécules de manière différente. Et puis, le cerveau, c'est connecté. Ce n'est pas un peu connecté, c'est très connecté. En moyenne, un neurone dans le cortex est connecté avec à peu près 10 000 autres neurones. Je vous invite à regarder dans votre agenda, vous avez probablement une centaine de noms, peut-être 500, mais c'est à peu près tout. Là, chaque neurone a 10 000 collègues auxquels il s'adresse. Et quand vous multipliez le nombre de neurones par le nombre de connexions par neurone, ça vous donne le nombre total de connexions. Là, on obtient des chiffres absolument astronomiques. Il y a de l'ordre de 10 puissance 14 connexions dans le cerveau. Donc ça, c'est absolument incroyable, et ça semble être aussi une différence avec les ordinateurs tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Donc le cerveau, c'est des câbles et encore des câbles, à tel point que si vous prenez tous les axones de votre cerveau, vous les mettez bout à bout, dans un crâne humain, il y a de l'ordre de 6 millions de kilomètres d'axones. C'est 12 fois la distance de la Terre à la Lune. Puis il y avait encore des axones, ça irait, mais il y a aussi des dendrites, il y en a 2 fois plus. D'accord ? Donc on en est maintenant à 18 millions de kilomètres de câbles dans votre boîte crânienne. C'est absolument considérable. C'est surtout considérable quand vous comparez à ce qu'on a dans un ordinateur à l'heure actuelle. Alors je ne suis pas totalement sûr de mon chiffre, Gérard pourra le confirmer, je l'ai trouvé sur Internet, mais il y aurait de l'ordre de 4 km de câbles dans un microprocesseur. Alors je me suis peut-être trompé d'un ordre de grandeur, mais même si c'est 40 km, on n'en est pas encore tout à fait à 12 millions. Donc voilà, il y a toutes sortes de problèmes techniques qui ont fait que jusqu'à la fin du 19e siècle, on n'a pas pu étudier le cerveau. C'était trop compliqué, c'était trop petit, c'était trop grand. Maintenant, ça commence à aller mieux, on a une meilleure idée de ce qui se passe. Et justement, dans les années 60-70, quand on a commencé à comprendre l'architecture du cerveau, on s'est dit, bon, ben maintenant, on va pouvoir s'attaquer à des problèmes vraiment difficiles et essayer de comprendre qu'est-ce qu'est l'intelligence humaine. Et là, quand l'intelligence artificielle s'est développée, eh bien, les informaticiens en particulier ont commencé à se dire mais quels sont les problèmes qui seraient intéressants à étudier, qui seraient un peu l'essence de la rationalité humaine. Alors, un problème qui est particulièrement populaire, c'est les échecs. Les échecs, c'est souvent un peu, on pense que c'est l'illustration des capacités intelligentes de l'humain, ce qui m'a toujours un peu paniqué, parce que moi, je suis nul aux échecs. Mais quand on pense aux échecs, il y a vraiment 2 aspects à ce jeu. D'abord, on peut jouer, c'est-à-dire qu'on peut essayer de bouger les pièces pour capturer le roi de l'adversaire. Et puis, il y a un autre aspect qu'on oublie toujours, c'est qu'il faut les bouger, ces pièces. Il faut prendre la pièce et puis la mettre à un autre endroit. Ça nous paraît complètement évident, mais il faut le faire. Alors, pour ce qui est de jouer, c'est là-dessus qu'on s'est concentré pendant les 30 dernières années. Et aujourd'hui, vous le savez peut-être, il y a des compétitions qui ont été organisées entre les derniers ordinateurs qui ont été mis au point pour ça, contre les meilleurs joueurs humains, Kasparov, et les ordinateurs ont réussi à gagner enfin une partie. Et il est probablement, ça va être le cas, que d'ici quelques années, les ordinateurs battront tous les humains. Qu'en est-il de l'autre aspect des échecs ?
eh bien, vous pouvez prendre le meilleur robot qui existe aujourd'hui avec le meilleur programme et le mettre en compétition avec un gamin de 4 ans, et le gamin de 4 ans va se régaler. C'est absolument impossible aujourd'hui d'avoir un ordinateur qui prend un échiquier et qui bouge une pièce d'échecs. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'on s'est peut-être trompé tout du long. Et d'ailleurs, si vous vous demandez qu'est-ce qu'on a appris sur la manière dont le cerveau marche avec ces ordinateurs qui jouent aux échecs, et c'est triste, mais on n'a rien appris. Ça ne nous a rien appris sur la manière dont le cerveau marche. Et donc aujourd'hui, on est un peu en train de réorganiser les neurosciences, et il y a beaucoup de travaux qui commencent à se porter plutôt sur des tâches comme ça, ne serait-ce que le contrôle moteur, parce qu'en fait, c'est d'une complexité incroyable, et ça devrait nous apprendre beaucoup sur la manière dont le cerveau calcule. Et d'ailleurs, cette diapo, elle m'a été donnée par Daniel Wolpers, qui est un de mes collègues à l'université de Cambridge, qui, comme vous pouvez en douter, lui, il travaille sur le contrôle moteur. Donc ça y est, on sait à peu près l'organisation globale du cerveau, on aimerait savoir comment ça marche. On prend cette espèce d'approche computationnelle, où on pense que c'est un outil de calcul, et donc il va falloir répondre à ces deux questions essentielles. Quel est le code et quels sont les principes de calcul? Alors c'est surtout dans la première question qu'on a fait d'ailleurs des progrès. On a vu que pour les ordinateurs, le code il est binaire. Alors qu'est-ce qu'on a dans le cerveau? En fait, on a quelque chose qui n'est pas très loin. La numérisation qu'on découvre aujourd'hui, nous, en tant qu'êtres humains, la nature l'a découvert il y a probablement à peu près 500 millions d'années. Alors, ce n'est pas fait avec des 1 et des 0, c'est fait avec ce qu'on appelle les potentiels d'action, qui sont des impulsions électriques. Pour voir ces impulsions électriques, il faut pouvoir enregistrer à l'intérieur d'un corps cellulaire. Donc aujourd'hui, on peut faire ça, on peut mettre une électrode dans un neurone et mesurer la différence de voltage entre l'intérieur et l'extérieur. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait beaucoup ça avec des ordinateurs. Alors, quand on fait ce genre d'expérience, on peut faire des graphes comme ça. Vous avez ici les volts en fonction du temps. Alors, quand il ne se passe rien dans un neurone, quand il est au repos, il y a moins 70 millivolts à l'intérieur d'un neurone. C'est une valeur très stable. Et puis, de temps en temps, on voit des événements. Le voltage peut monter ou il peut descendre, comme ici. Ça, en fait, ça correspond à l'arrivée d'informations d'autres neurones. Et puis, s'il y a plusieurs messages qui arrivent en même temps et qui s'accumulent, et qu'on arrive à la valeur seuil de moins 50 millivolts, il se produit un événement dont on dit qu'il est tout ou rien, qu'on appelle un potentiel d'action. Et ça, c'est un événement qui est très important pour le neurone, parce que ce sont les seules impulsions qui peuvent être transmises par l'axone et qui peuvent, en conséquence, être transmises à d'autres neurones. Donc la communication neuronale, c'est ça. C'est des messages qui arrivent dans les dendrites, qui sont intégrés au niveau du corps cellulaire, et de temps en temps, il y a des potentiels d'action qui sont créés, qui sont un peu comme les 1 de l'ordinateur. Et ces potentiels d'action, qui sont représentés ici par le petit soleil, peuvent se propager le long de l'axone. Ils arrivent au bout de l'axone et là, ils disparaissent, ils s'arrêtent. Mais avant de s'arrêter, ils déclenchent la relâche de composants chimiques, qui sont ces neurotransmetteurs, qui vont affecter les dendrites de l'autre neurone. Et ça va créer les petites déflexions que vous avez vues ici ou ici. Et selon le composant chimique, vous pouvez avoir des déflexions vers le haut ou vers le bas. Et toutes sortes d'autres effets, même vous pouvez avoir des activations de gènes, et toutes sortes de choses très compliquées. Alors, donc de ce point de vue-là, ça se rapproche un peu de la numérisation, sauf qu'au lieu d'avoir des 0 et des 1, maintenant on a soit rien, soit des potentiels d'action, que c'est fait donc dans le cerveau, dans le tissu biologique. Mais sinon, le principe est le même. Et vos organes sensoriels, ce sont des machines à numériser. L'œil, c'est une machine qui prend des photons et qui va les transformer en des potentiels d'action. L'oreille fait la même chose pour l'audition. Pour les muscles, c'est la même idée. Chaque fois que vous bougez un muscle, ce sont des potentiels d'action qui sont émis par la moelle épinière et qui activent les muscles. Et de manière plus générale, n'importe quel concept, n'importe quel sentiment, n'importe quelle émotion, ça va être dû à des potentiels d'action qui circulent dans votre cerveau. Alors, quelques mots sur le code neuronal et sur la vitesse de communication. A priori, c'est très lent. C'est même assez étonnant que ça soit aussi lent. Mais en moyenne, on estime qu'un neurone peut envoyer un potentiel d'action toutes les 2 secondes. C'est 0,5 Hz. Ça peut aller plus vite certaines fois, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres neurones qui doivent s'arrêter. Et ça, c'est basé simplement sur l'énergie. Il n'y a pas assez d'énergie pour aller plus vite. Il faut bien que vous réalisiez que votre cerveau pompe 20% de votre énergie totale. Et chez un enfant, c'est 50%. Donc il n'y a pas tellement de place pour avoir quelque chose qui consomme plus d'énergie. Alors, je vous donne ce chiffre de 0,5 Hz parce qu'évidemment, si vous savez la vitesse de calcul des Pentium dernièrement, c'est des gigahertz, c'est des milliards d'opérations par seconde. Donc c'est bizarre, il semble qu'il y a véritablement un décalage, mais il ne faut pas oublier que des neurones, il y en a quand même 10 puissance 9, même plus, il y en a 10 milliards, 10 puissance 10, et qui travaillent en parallèle. Donc en fait, c'est quand même, le chiffre serait plus proche de gigahertz dans le cerveau que cette valeur ne pourrait le laisser entendre.
Alors, donc, on a des 1 et des 0 dans le cerveau, on a ces potentiels d'action. Mais est-ce qu'on a véritablement un code binaire? Alors, en fait, aujourd'hui, autant qu'on puisse en juger, mais c'est vraiment une question qui est étudiée, et donc on n'a pas la réponse finale, mais il ne semble pas qu'on ait un code binaire. On a des choses un petit peu plus simples. Donc là, ce que je vais vous montrer, je pourrais vous en parler, vous montrer des équations, mais le plus simple, c'est de vous montrer un film qui va vous illustrer ça. Ça, c'est un film que j'ai obtenu d'un de mes collègues, Nicolas Pribreux. Et là, ce qu'il faisait, c'est qu'il enregistrait l'activité d'un neurone dans un animal qui voit des points qui bougent sur l'écran. Donc les points, vous allez les voir là. Voilà, ces points, ils bougent, et on va changer la direction des points. Et vous allez entendre, j'espère que ça va marcher, les potentiels d'action qu'il enregistre. D'accord? Au début, vous n'allez rien entendre, et puis tout d'un coup, ça va commencer à y avoir une décharge. Voilà, donc ça c'est tout simple, ça a été découvert il y a 35 ans, 40 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce neurone, s'il y a du mouvement vers la droite, il ne fait rien. S'il y a du mouvement vers la gauche, il commence à décharger des potentiels d'action. Donc c'est plutôt un code d'intensité. Alors je vous rassure, il y a un neurone juste à côté qui fait l'inverse, qui fait la droite et qui ne fait pas la gauche, et puis il y en a un qui fait le haut et pas le bas, et ainsi de suite. Donc c'est justement un codage d'intensité. On pense que c'est probablement plus complexe que ça, je pense qu'on même on se réserve des surprises, mais jusqu'à maintenant c'est vraiment l'hypothèse la plus forte qu'on ait. Et à tel point que si vraiment il y a un code d'intensité, et si on le comprend, on devrait être capable de lire les pensées d'un animal ou d'un être humain en enregistrant les neurones. Ça, il y a 5-6 ans, c'était de la science-fiction. Mais aujourd'hui, on y arrive. Et là, j'ai un film alors j'espère que ça va marcher, parce que j'ai obtenu le DVD hier soir. C'est mon collègue Michael Nicolelis, qui est à l'université de Duke, qui m'a envoyé ça. Et c'est un DVD dans lequel ils ont fait une expérience qui est vraiment très étonnante. Alors, on va voir si ça marche. Ah, je ne vois rien sur mon écran, mais au moins c'est bien, ça marche là. Alors, on va commencer par ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils implantent des électrodes dans le cortex moteur d'un singe. Et ils vont essayer d'utiliser ces principes de codage que je viens de vous montrer pour décoder qu'est-ce que le singe cherche à faire avec son bras. Et ils vont utiliser ça pour contrôler un curseur sur l'écran ou pour contrôler un bras de robot. Alors, pour l'expérience, quand ils commencent leur expérience, ça marche comme ça. Ça vient, ça tourne. Alors au début, ce qu'ils font, c'est que vous voyez le bras du singe là. Et le singe est entraîné avec ce joystick à contrôler ce point blanc là. Et sa tâche, c'est d'amener le point dans le cercle. D'accord? Et pendant que le singe fait ça, ils enregistrent l'activité cérébrale dans le cortex. Et ils essaient de décoder ça, donc ils apprennent au fur et à mesure à décoder ça, et ils le mettent dans l'information dans le bras de robot. Donc vous voyez en fait que le bras de robot reproduit exactement ce que le singe est en train de faire. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans la deuxième partie de l'expérience, ils ont poussé ça un cran plus loin. Il faut que je revienne au menu. Et qu'ils vont entraîner le singe à refaire ça, mais sans bouger le bras. C'est-à-dire que maintenant, le singe il doit contrôler le curseur sur l'écran en pensant. Donc ça serait impossible à faire si on n'arrivait pas à décoder l'activité neuronale. Et là, c'est exactement ce que vous voyez. Vous voyez, maintenant le singe, là, vous voyez le bras du singe. Même à bout d'un moment, le singe apprend à utiliser le bras pour autre chose. Il peut aller se gratter, il peut faire ce qu'il veut, et pendant ce temps-là, le curseur bouge, et on peut aussi bouger le bras de l'ordinateur au même moment. Donc ça, c'est vraiment l'avenir de la neurologie. Dans quelques années, ça va être appliqué chez les humains. Chez des gens qui sont paralysés, on va faire des implants. D'ailleurs, ça se fait. À l'université de Brown, ils ont commencé à faire ça. C'est des implants chez l'être humain. On décode, on met dans l'ordinateur, et on bouge sur l'écran. C'est très, très primaire, mais c'est sûr que ça va être l'avenir de la médecine. Donc ça, c'est les principes de codage. A priori, ce n'est pas si compliqué que ça. Enfin, je pense qu'on se leurre un peu, ça va se révéler plus compliqué, mais on a déjà fait des progrès. Codage d'intensité. Qu'en est-il des principes de calcul? Alors c'est là où on bute un peu, c'est un peu d'ailleurs les travaux sur lesquels je me penche moi-même, parce qu'à l'origine, on a pris ça comme source d'inspiration, et dans la machine de Turing, il y a une distinction fondamentale entre la mémoire, le ruban, et le microprocesseur, la tête de lecture, avec la table d'opération. Alors ça, on a cherché dans le cerveau, on s'est dit qu'il n'y aurait pas des structures neurales qui seraient spécialisées dans la mémoire et d'autres dans le traitement de l'information. Et on n'a pas trouvé. En fait, chaque neurone semble être à la fois impliqué dans la mémoire et dans le traitement de l'information. Et du coup, ça fait que ce modèle n'est pas forcément le modèle le plus intéressant pour nous. Donc on est en train d'explorer d'autres choses, et en fait tout ça m'amène à discuter où est-ce que les ordinateurs et où est-ce que le cerveau diffèrent. Alors là, je vais vraiment traiter de 3 sujets. Les bugs, parce que je sais que c'est un sujet que Gérard aime bien, l'apprentissage
Et puis on parlera à la fin du cerveau et de ses calculs élémentaires, et j'émettrai l'idée que peut-être ce sont des calculs qui sont beaucoup plus probabilistes que dans une machine de Turing. Alors les bugs. Alors, les bugs, c'est le cauchemar des informaticiens. C'est une ligne de code qui ne fait pas ce que vous vouliez, et puis vous faites tourner le code 250 fois, et ça fait 250 fois la même erreur. Alors dans le cerveau, on croit qu'il semble bien qu'il y ait des bugs. On appelle ça des illusions. Donc si je vous montre cette image, je pense que vous aurez tous reconnu qui c'est Bill Clinton. Et il ne semble pas qu'il y ait une différence vraiment fondamentale des deux côtés. Maintenant, si je retourne l'image, vous allez voir qu'en fait, les images sont complètement différentes. Ce que vous avez complètement raté quand c'était à l'envers. Il semblerait que le cerveau ait du mal à traiter l'image à l'envers. Donc j'ai une autre illusion que je trouve absolument géniale, qui m'a été donnée par un chercheur anglais qui est à UCL, qui s'appelle Bolotto. J'espère que ça va marcher, parce que ça veut dire que j'ai eu un problème. Non, c'est bon. Donc ça, c'est 2 cubes, des Rubik's Cube, comme on les appelle, avec des petites facettes colorées. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi de dire que ça, c'est du bleu. Et là, par contre, c'est du jaune. Et ce bleu et ce jaune n'ont rien à voir. Si vous ne voyez pas la différence, il faut voir un médecin très rapidement. Vous avez un véritable problème. Mais en même temps, si vous ne voyez pas la différence, vous voyez la vraie couleur de ces choses-là. Parce que ce bleu et ce jaune, c'est la même couleur. En fait, ce n'est même pas une couleur du tout, c'est du gris clair. Alors ça, c'est très difficile à croire. La seule manière de le démontrer, c'est de mettre un cache. Alors, je vais vous mettre un cache ici qui révèle que les cases bleues et ici que les cases jaunes. D'accord ? Et quand je fais cette illusion, la plupart des gens, quand je le fais avec mes étudiants, ils me disent « j'ai triché ». Vous voyez, c'est gris clair des deux côtés. Je vous garantis, il n'y a aucune triche. Les carrés sont gris clair des deux côtés. Donc là aussi, on dirait qu'il y a vraiment un bug dans le système. Alors au début, ça a vraiment été interprété comme ça. Quand vous lisez les premiers livres sur les illusions, c'est un peu l'idée de trouver quels sont les problèmes avec le système. Aujourd'hui, on est en train de complètement revoir cette idée-là. En fait, votre système visuel, il a évolué pour analyser les couleurs dans un environnement naturel. Et il est très performant à ça. On n'arrive toujours pas à faire aussi bien sur ordinateur. Et le prix à payer, c'est qu'on peut créer des situations totalement artificielles comme celle que vous venez de voir, où il semblerait qu'il y ait un problème. Mais en fait, c'est l'inverse. Si vous voyez gris clair dans l'illusion précédente, vous ne verrez jamais les couleurs dehors dans la rue. Ça ne marcherait pas. Donc ce n'est pas un bug, c'est quelque chose que le système, c'est le coût à payer pour pouvoir traiter les couleurs dans les environnements naturels. Et en fait, la plupart de nos illusions, c'est ça. C'est des situations un peu qui ne sont pas naturelles, où les algorithmes finissent par casser, mais ça n'a aucun intérêt pour le système de les réparer, puisque de toutes les manières, on ne rencontre pratiquement jamais ces situations. Alors ça m'amène aussi, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de bugs finalement dans le cerveau, c'est parce que le cerveau peut s'adapter en permanence. Donc ça, on le sait, c'est une des grandes propriétés du cerveau, c'est qu'on peut apprendre des choses nouvelles. Et dans le cerveau, on ne sait pas exactement comment ça se fait, on soupçonne que c'est en partie dû à des changements d'architecture du cerveau, au fur et à mesure où on apprend. Ça, c'est très différent d'un ordinateur. Quand vous achetez votre laptop, le jour où vous l'achetez, il est configuré d'une certaine manière, il restera comme ça toute son existence. Ce n'est pas le cas dans le cerveau. Ce n'est pas le cas d'abord pour une raison purement pratique, c'est que dans le cerveau, vos neurones, à partir de l'âge de 20 ans, il y en a 50 000 de moins par jour en moyenne, qui meurent et qui ne sont pas remplacés. Donc il faut pouvoir reconnecter les neurones au fur et à mesure où les neurones disparaissent. Je vous rappelle que dans un ordinateur, il y a 2 milliards de transistors. S'il y en a un qui casse, c'est la fin du microprocesseur. Donc 50 000 par jour, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment envisageable. Alors non seulement par nécessité, il faut reconnecter les neurones, mais l'expérience, l'apprentissage aussi change les connexions dans le cerveau. Ça, on l'a su à travers plein d'expériences très compliquées, très indirectes. Mais aujourd'hui, c'est fini, on peut juste regarder. On a des techniques absolument extraordinaires qui nous permettent de voir des dendrites. Je vous rappelle, c'est des trucs qui font 0,1 micron, c'est tout petit. Et là, c'est un film où vous allez voir, il y a 2 dendrites de neurones qui sont, je vous rappelle, les antennes qui captent l'information. Et on ne voit pas les axones qui connectent ces dendrites, mais on voit les points de connexion. On ne voit pas les axones juste pour des raisons purement techniques, mais on voit les points de connexion, qui sont ces petites protubérances-là. C'est ce qu'on appelle les contacts synaptiques, les boutons synaptiques. Et ce film, c'est 6 heures de la vie de ces 2 dendrites. Je vous rassure, ça a été un peu comprimé. Donc voilà, je démarre le film, que moi-même je ne peux pas voir. Ah, ça va. D'accord, alors regardez ce bouton synaptique ici. Vous voyez, au départ, il n'y en avait pas, et puis il y en a un qui apparaît. Et puis là, au niveau de la flèche rouge, il se passe un truc qui est aussi intéressant. Il y a un bouton synaptique, il est là, il se retire et il revient. Mais ce n'est pas le cas que tous les boutons synaptiques changent. Celui qui est là, par exemple, il ne se passe rien. Et même si vous regardez cette image
plusieurs fois, vous verrez qu'il n'y a pratiquement que 2 boutons synaptiques qui ont changé. Auquel cas, vous allez vous dire, mais il n'y a quand même peut-être pas de quoi fouetter un chat ici. 2 boutons synaptiques dans cette mer de boutons synaptiques, ce n'est pas grand-chose. En fait, si vous comptez, en gros, il y a 200 boutons synaptiques, il y en a 2 qui ont changé, ça fait 1%. Alors si on ramène ça au nombre de connexions totales dans le cerveau, c'est 10 puissance 14, ça va faire 10 puissance 12. Ça fait 1000 milliards de connexions dans votre cerveau qui changeraient toutes les 6 heures. C'est absolument phénoménal. C'est même à se demander comment on peut maintenir une unité de personnalité dans un organisme avec un taux de changement aussi rapide. Et c'est véritablement une question à laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui. Alors, je voudrais finir donc à revenir un peu à ces principes de calcul. Donc, dans la machine de Turing, on a vu, les calculs sont en fait faits d'opérations élémentaires, logiques et déterministes. Dans le cerveau aujourd'hui, on commence à croire que le cerveau serait plutôt probabiliste, c'est-à-dire qu'il n'utiliserait pas la logique formelle, mais plutôt une formalisation probabiliste. Alors, pour illustrer ça, je crois que le mieux, c'est de considérer un exemple. Alors là, il s'agit en fait de mon frère qui est dans la Vallée Blanche, à côté de Chamonix, et on était ensemble et on s'est retrouvés juste au-dessus de cette petite falaise de glace qu'il a fallu sauter. Alors là, le problème, il est très simple quand vous êtes dans ce genre de situation. La question est de savoir si vous pouvez sauter ou pas sans vous faire mal. Et si vous apprenez une approche très déterministe et logique, il semblerait que la procédure à suivre est claire. Vous regardez avec votre œil la hauteur de ça, vous la calculez, et puis vous dites, bon, c'est 3,2 mètres. Ensuite, vous comparez ça avec votre capacité de saut, 3,5. Si c'est moins haut votre capacité de saut, vous y allez. Mais vous avez peut-être été dans une situation analogue, ou en tout cas dans d'autres situations, vous vous baladez dans une forêt, il y a un ruisseau, vous voulez le sauter, et vous voulez savoir si vous pouvez faire ça sans terminer complètement trempé. Là aussi, il va falloir analyser quelle est la taille du ruisseau et tout ça. Bon. Et vous savez sans doute que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans votre tête. Ce qui se passe, c'est que quand on regarde une image comme ça, quand vous analysez ce qu'il y a sur votre rétine, vous ne pouvez pas connaître exactement la hauteur de ce saut. Vous pouvez avoir un ordre de grandeur, vous savez bien que ce n'est pas 200 mètres ou que ce n'est pas 10 cm, mais vous ne pouvez pas la connaître exactement. On ne peut pas la connaître exactement, pas parce que votre cerveau ne fonctionne pas bien, mais c'est parce que si je vous donne une image de quelque chose comme ça, vue de la perspective de mon frère, là, il n'y a pas assez d'informations dans l'image pour connaître la hauteur. Et ça, le cerveau le sait. Et ce que fait votre cerveau, c'est qu'en fait, il vous donne cette notion que, bon, c'est à peu près 3 mètres, mais il y a de l'incertitude. Et cette incertitude, elle est représentée dans votre cerveau. Pour la capacité de saut, c'est la même chose. Vous ne connaissez pas votre capacité de saut, ce n'est pas possible. D'abord parce que ça dépend du contexte. Si ça, c'est de la glace, vous n'allez pas sauter 3 mètres. Si c'est de la poudreuse, on est déjà un peu plus enclin à sauter 3 mètres. Donc il va falloir que le système visuel arrive à analyser, bon, est-ce que l'atterrissage va être mou ou est-ce que ça va être de la glace? Là aussi, il y a de l'incertitude. Et donc votre capacité de saut, elle est elle aussi soumise à l'incertitude. Et là, le processus de décision, il est beaucoup plus complexe. Parce que maintenant, ce n'est pas juste une comparaison de 2 chiffres, il va falloir comparer ces 2 distributions de probabilités, et puis il va falloir aussi prendre en compte des coûts. Si vous pensez que ça fait 2 mètres et ça en fait 4, vous exposez à de graves conséquences. Inversement, si vous pensez que ça fait 4 mètres et qu'il n'y en a que 2, il ne se passera pas grand-chose. Donc ça, il faut le prendre en considération et faire des calculs par rapport à ça. Et au cours des 10-15 dernières années, en fait, il y a ce que moi je considère être une véritable révolution dans notre domaine, c'est qu'on s'est aperçu que le cerveau représente l'incertitude, mais aussi fait les calculs aussi bien que possible. Dans des cas simples, on peut calculer la solution optimale, et c'est ce que fait le cerveau. Et ça, c'est absolument remarquable, et aujourd'hui, on a l'impression que le cerveau est optimal dans toutes ces situations. Bon, maintenant, je vous dis optimal, mais comme toute règle, il y a des exceptions à ces règles, comme par exemple mon frère, qui a sauté et qui a complètement raté son atterrissage. Rassurez-vous, il ne s'est pas fait mal, mais 2 heures plus tard, il est retombé et là, il s'est fait mal. Alors, je ne peux pas faire un exposé sur le cerveau et les ordinateurs sans dire quelque chose sur les émotions. Je pense que si vous demandez autour de vous quelle est la grande différence entre un ordinateur et un être humain, l'un a des émotions, l'autre n'a pas d'émotions. Et les émotions, c'est souvent associé avec l'irrationnel. On dit souvent que la raison s'arrête là où les émotions démarrent. Et du coup, quand on en parle d'informaticien, l'idée c'est qu'il ne faudrait surtout pas avoir des émotions dans un ordinateur. Alors en fait, quand vous réfléchissez à ça, quand on dit de quelqu'un qu'il est émotionnel, effectivement, on sous-entend qu'il est irrationnel. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que c'est une pathologie des émotions. Être émotionnel, ça veut dire que vos émotions, elles ne marchent pas très bien. Elles sont trop fortes. Et inversement, quand on n'a pas d'émotions, on ne fonctionne pas très bien non plus.
Donc en fait, les émotions, elles sont centrales au fonctionnement de l'esprit humain. Et ça, on le sait depuis pas mal de temps. Sans émotion, en fait, un être humain est incapable de fonctionner. Alors on le sait, entre autres choses, à cause de l'étude d'un personnage qui est devenu célèbre, qui s'appelle Phineas Gage, qui était un Américain qui travaillait pour les chemins de fer américains et qui, à un moment, a voulu mettre de la dynamite dans un trou avec une barre à mine et ça a explosé. Et il lui est arrivé un accident absolument hallucinant, véritablement hallucinant, la barre lui est passée à travers la tête. Pour vous donner une échelle de ça, la barre a été conservée avec le crâne de Phineas Gage au musée de Harvard. Elle est là. Donc ce truc-là, il lui est passé à travers le crâne et il a survécu, ce qui est un miracle en soi, ce qui en dit long sur les capacités de robustesse du système biologique. Et quand il s'est réveillé plusieurs jours plus tard, en fait, il était à peu près normal. Il a repris son boulot, il a repris sa vie familiale, et puis en l'espace de quelques mois, quelques années, tout s'est désintégré. Il a perdu sa famille, il a perdu son boulot, il a tout perdu. Il s'est retrouvé vagabond, il a terminé dans une fête foraine où il était exhibé comme une espèce de monstre. Et par la suite, on a réétudié un peu tous les documents qu'on avait sur lui, et on s'est aperçu que ce qui s'est passé chez lui, c'est que ses capacités cognitives avaient l'air intactes, mais en fait, elles ne l'étaient pas, il n'avait plus d'émotions. Il était incapable de percevoir les émotions chez les autres. Et ça l'a rendu complètement dysfonctionnel. Donc en fait, aujourd'hui, on est en train de complètement revisiter ce que sont les émotions. On penserait même, et on a des très très belles théories là-dessus, que l'émotion, ça serait peut-être l'essence de la rationalité. Il se trouve que la plupart des problèmes que vous résolvez dans votre vie, il n'y a pas de solution optimale. C'est-à-dire, ou plus exactement, pour trouver la solution optimale, il vous faudrait un temps totalement délirant, voire infini. Donc qu'est-ce que fait le cerveau? Vous n'avez pas le temps d'attendre avant de prendre des décisions, donc vous prenez vos décisions rapides et vous essayez de trouver des solutions qui sont sous-optimales, mais qui sont quand même assez bonnes. C'est ce que vous faites aux échecs, par exemple. Et la manière dont on ferait ça, en fait, c'est à travers les émotions. Les émotions nous permettraient de trouver ces raccourcis, ces solutions, ces très bonnes solutions qui sont excellentes, mais qu'on peut trouver très rapidement. Et on a donc des théories là-dessus, et ça conduit à l'idée qu'en fait, la question pour les ordinateurs du futur, ce n'est pas de savoir si on veut y mettre les émotions ou pas. Si on veut que les ordinateurs du futur soient performants, on sera probablement obligé d'y mettre des émotions. Voilà, donc c'était ma dernière diapo. J'espère qu'à travers cet exposé, j'ai réussi à vous convaincre finalement d'associer ensemble dans un colloque les neurosciences et l'informatique. C'est peut-être pas aussi incongru que ça n'en avait l'air. Il y a des véritables similarités entre les deux systèmes. Et en même temps, vous avez vu, il y a des différences absolument fondamentales. Et j'espère qu'on sera à même d'exploiter ces différences dans l'avenir pour construire les prochains ordinateurs. Voilà, merci de votre attention.